Bonsoir les amis, alors la deuxième journée de l'Euro 2024 est terminée, nous avons vu 4 matchs et je voulais revenir sur les 3 matchs de cette journée. Alors, désolé pour l'exposition, la luminosité et l'image qui n'est pas la meilleure, hein. J'ai l'habitude ces derniers temps de tourner mes vidéos avec une autre exposition, une autre façon de tourner et une image un peu meilleure. Là j'essaye de faire les vidéos vraiment à chaud et donc j'ai pas le même setup pour les tourner. C'est des petits soucis de ma configuration perso qui m'empêchent de le faire comme je le fais dans les conditions habituelles, mais c'est pour un peu plus de réactivité sur les vidéos. Bref, je ferme la parenthèse. Je voulais donc vous parler des 3 matchs de la journée. Et donc le premier, Suisse-Hongrie. Alors, j'ai pas vu la première mi-temps dans ce match-là. Je suis arrivé en cours de match. J'ai pu entendre par certaines personnes que la Suisse avait fait une très belle première mi-temps. De ce que j'ai vu, c'est vrai qu'on a vu une Suisse dominante, pressante, qui est bien rentrée dans le match. En tout cas, les résumés que j'ai vus, eh bien effectivement, on les a vus tout de suite dans leur sujet. Ils m'ont d'ailleurs surpris, ces Suisses. Ou alors ce sont les Hongrois qui m'ont un peu déçu. On les a vus très déstabilisés. Et finalement, quand on voit la Nati mener 2-0 à la mi-temps, eh bien d'après les images que j'ai vues, finalement, c'est assez mérité. Et globalement, sur l'ensemble du match, puisque j'ai pu bien observer la seconde période, eh bien on a vu la Nati plus forte physiquement et plus réaliste. Et même si la Hongrie a voulu répliquer, notamment avec Varga, elle n'a jamais remis la main sur le jeu et finalement s'est inclinée assez logiquement 3-1 contre cette Suisse. Alors je vais parler un peu plus longuement des 2 prochains matchs, Espagne-Croatie et Italie-Albanie, je les ai vus dans leur intégralité. Et donc le groupe de la mort commence par le match Espagne-Croatie. On voit un match où au tout début du match, la possession de la balle est très disputée, avec beaucoup de pressing. On sait que les deux équipes n'aiment pas trop courir après le ballon et qu'ils ont plutôt un jeu de possession, qu'ils préfèrent la maîtrise technique de la balle et ça se ressent dans les premières minutes. Mais rapidement, finalement, c'est l'Espagne qui prend la possession à son compte et la Croatie qui a très bien préparé cet Euro avec des victoires contre la Macédoine du Nord et une victoire de prestige au Portugal, eh bien souffre à Berlin, même si l'Espagne, dominatrice au bout d'un quart d'heure de jeu, n'a pas de réelle occasion. Et puis on voit au fur et à mesure la possession s'équilibrer dans ce match. Un match qui, c'est vrai, manque de folie. Il manque en fait, dans ces premières minutes, dans cette première partie de mi-temps, un talent qui allumerait une mèche pour emballer le match. Ni Modric ni Pedri ne prennent l'initiative et le match est assez cadenassé et ce sera... En fait, Modric et Pedri, avant qu'ils ne sortent, n'ont jamais pris la mesure de ce match, j'ai trouvé. Et puis soudainement, on s'y attend pas vraiment, à la 29e minute, l'Espagne récupère en défense, passe à Ruiz, qui trouve Morata lancé en plein axe et qui crucifie Livakovic d'un plat du pied, plein de sang-froid. Et 2 minutes après, Ruiz double la marque en se démenant autour de 3 défenseurs. On le voit un peu danser comme ça, un petit crochet, un petit pas de danse, un flamenco, et hop, il met le 2e but en surprenant Livakovic. Bon, ça a l'avantage de réveiller un peu la Croatie qui s'était endormie et rapidement après, elle essaye de revenir au score avec une belle action, mais ne parvient pas à conclure. Pourtant, personnellement, je trouve pas que ce soit un grand match à ce moment-là. Les buts ont finalement été marqués sur des actions isolées et ouais, on peut pas dire que le match est très emballant. Et puis, juste avant la mi-temps, la Croatie s'écroule. Carvajal se jette pour récupérer un centre et il arrive à mettre le pied avant les défenseurs pour pousser la balle au fond du but de Livakovic. 3-0, l'arbitre siffle la mi-temps. Quand le match reprend, on voit alors la Croatie essayer d'asséner quelques actions un peu tranchantes. À vrai dire, ils n'ont plus trop le choix, mais la défense espagnole, elle, tient bon. Alors à la 65e minute, Modric et Kovacic sortent. Alors peut-être que le coach se dit qu'il faut courir après le score et notamment Modric à 38 ans n'arrive peut-être plus, on fait rentrer du 109 pour un peu plus de fraîcheur, ou alors le coach se dit tout simplement qu'il vaut mieux les préserver pour le match suivant et qu'ils se sentent déjà battus, mais ça me paraît très bizarre ce choix et un peu particulier, surtout Kovacic que je trouvais assez bon et qui est un des seuls Croates finalement à peser à ce moment-là sur le match. Et puis les changements finalement ne changent pas grand-chose. La Croatie n'a tout simplement pas l'allant ni le talent dans ce match pour aller chercher l'égalisation, ne serait-ce que l'égalisation.
Ça reste stérile sur leurs quelques occasions et la Roja maintient, elle, son pressing. Alors à la 77e, un petit fait de match, Unai Simon dans sa surface tente de dribbler, je sais pas pourquoi, ou alors de relancer, de toute façon on sait pas très bien. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il se prend les pieds dans le tapis, en fait il se rate complètement. La Croatie récupère alors la balle et Petković, lui, s'écroule dans la surface. On voit sur le ralenti qu'il n'est pas vraiment touché, et pourtant l'arbitre donne penalty. Et la VAR d'ailleurs lui donne raison. Alors je comprends pas trop. Regardez les images si vous tombez dessus. En tout cas moi, vu des images, je trouve le penalty assez généreux. L'arbitre en fait sanctionne un geste de Pedri, mais j'ai pas l'impression que Pedri touche Petković. Bien Petković transforme ce penalty en 2 temps après une déviation d'Unai Simon, mais on se rend compte que Perisic a récupéré le ballon sur la déviation d'Unai Simon et a remis à Petković pour que Petković marque le but. Mais quand Perisic a récupéré le ballon, au ralenti, c'est vrai qu'on voit que Perisic est rentré dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit frappé par Petković. Et donc il est signalé hors jeu et finalement ce but est refusé assez logiquement par l'arbitre. On reste à 3-0. Et là, on assiste toujours à quelques tentatives de la Croatie, mais ça ne va jamais au bout. Finalement, l'Espagne s'impose sur ce score 3-0 dans ce premier match du groupe de la mort, en profitant d'une Croatie à la peine sur le plan défensif. Très bon match cependant de Ruiz ou de Carvajal et même de Cucurella côté Roja. Côté Croatie, il va vite falloir revoir sa copie parce qu'avec un 3-0, on part déjà très mal, même au goal average. Leur prochain match sera contre l'Albanie et il faudra déjà pas se louper. Ils n'ont plus trop de choix, ils n'ont plus de joker. Et pour moi, la Croatie, vraiment, c'est la première équipe, au bout de 3 matchs, mais c'est la première équipe qui m'a vraiment déçu. Passons au dernier match de la journée, Albanie-Italie. Bon, mes amis les spectateurs, les téléspectateurs, fallait pas louper le début, parce qu'au bout d'1 minute, Di Marco fait une boulette en faisant une remise à Bastoni, mais Bajrami intercepte dans la surface italienne et fusille à bout portant Donnarumma pour marquer le but, ce qui sera le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Au bout d'1 minute, l'Albanie mène déjà 1-0. Et vous savez quoi les amis, je vais vous faire une confidence. J'ai fait un pari en sport tôt dans l'après-midi. J'avais mis l'Italie qui marque le premier but, j'avais mis la Croatie vainqueur contre l'Espagne et j'avais mis la Hongrie qui menait à la fin de la première mi-temps contre la Suisse. Qu'en dites-vous? Superbe pari, tout à fait juste. Je vous dis les amis, ne m'écoutez jamais quand je vous propose des résultats de paris sportifs, ou alors écoutez-moi mais faites tout l'inverse, vous êtes sûr d'empocher le pactole. Bon, revenons au match. L'Italie, en fait, réagit bien, très bien même. Sur un corner à la 11e minute, il y a beaucoup de passivité de la défense albanaise. Et Bastoni s'élève plus haut. Tout le monde met un coup de tête rageur dans le but. Égalisation, 1 partout. Alors, qui sont les coupables? La défense un peu rigide ou Strakosha qui ne réagit pas, qui reste sur sa ligne. On sait que le gardien en Albanie, c'est assez compliqué. Pendant les matchs de préparation, il y a eu beaucoup de turnover sur le poste. Strakosha n'a pas joué énormément de matchs durant ces 2 dernières années. Là, on voit un peu les limites de cette défense albanaise sur ce but. Bon, l'Italie n'a douté finalement que 10 minutes et se rassure même 5 minutes après puisque Barella reprend un ballon aux abords de la surface de réparation et décoche une belle frappe pure du pied droit pour inscrire le second but de la squadra. L'Italie domine, met la pression sur l'Albanie qui résiste quand même à 2-1, qui résiste avec un groupe bas bien regroupé. Mais il y a quand même quelques occasions chaudes côté italienne, avec notamment un poteau de Fratesi il est sur le côté droit, il tente un espèce de piqué qui est dévié de justesse par Strakosha sur son poteau. Ça aurait pu faire mouche, mais la première période s'arrête sur ce score de 2-1, assez mérité finalement dans l'ensemble pour l'Italie. Si l'Albanie veut un meilleur résultat en deuxième période, ils vont devoir montrer un autre visage et surtout une autre configuration de jeu, une autre tactique, parce qu'à 6 derrière là, ils n'arriveront pas à faire quelque chose devant et à inquiéter les Italiens. Ouais, l'Italie a largement dominé finalement ce premier acte. Et ça reprend, la deuxième période reprend sur le même schéma. Les minutes s'égrènent et ça tient pour l'Italie, qui n'a pas droit au faux pas tout de même,
mais qui domine jusque-là assez tranquillement. En réalité, il n'y a pas vraiment d'occasion franche dans cette deuxième mi-temps. On rappelle à ce titre que la troisième place peut être qualificative pour la suite de la compétition, et ne pas prendre une valise peut avoir son importance. À 2-1, l'Albanie a encore donc ses chances de passer au tour suivant. Et au bout de 4 matchs de l'Euro, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un Euro assez ouvert, assez plaisant, avec pas mal de buts, 4 buts de moyenne par match, pourvu que ça dure, parce que le spectacle est là. Bon, l'Albanie tient le ballon en fin de match et s'offre même une occasion assez chaude à la fin du temps réglementaire. Et puis les arrêts de jeu sont assez hachés par plusieurs fautes successives, mais plus rien ne sera marqué. Le match se termine sur le score de 2-1 pour la nationale. Alors ouais, on dit pas trop squadra azzurra, ça on le dit surtout en France, mais en Italie on n'emploie pas vraiment ce terme. Hein. On préfère dire nationale avec l'accent que je n'ai pas. Mais bref, l'Italie est lancée dans cet Euro. L'Albanie n'a pas encore hypothéqué toutes ses chances, même si évidemment ils partent avec un joker de moins. L'Espagne est bien partie dans ce groupe, donc avec l'Italie et la Croatie, ils vont devoir vraiment se reprendre, parce que eux, avec un score déjà de 3-0 en leur défaveur, ils partent avec une certaine pénalité s'ils veulent accrocher les 2 premières places, voire même la 3e. Voilà les amis pour cette deuxième journée. Je ne ferai pas comme ça une vidéo tous les jours, hein, rassurez-vous, je ne vais pas vous inonder. Et puis là c'est le week-end, donc ça va, j'ai un peu le temps en fin de soirée, en semaine. Je ne pourrai pas vous faire des tournages et des montages jusque tard dans la nuit. Donc on se retrouve quand même assez vite pour de prochaines vidéos. J'en ai un stock qui vont sortir encore pendant la semaine, même une vidéo qui ne sera pas forcément sur l'Euro. Nous on se revoit très vite et on continuera à parler d'Euro. Je vous laisse là pour aujourd'hui, je monte tout ça et je vous sors la vidéo dans la foulée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. À bientôt les amis. Au revoir.